Est-ce que vous désirez avoir les consignes en français ou en anglais? En français, c'est bon. D'abord, bienvenue au Code de commerce international. Donc, chaque équipe dispose de 24 minutes afin de présenter son plan au juge. J'ai ajouté un carton pour les 12, 7 et 2 minutes restantes, ainsi que pour les 30 dernières secondes, que le temps pour les 10 dernières secondes à les deux mains. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 24 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. La période de questions en tant que telle sera d'une durée maximale de 4 minutes. Et puis, elle aura lieu à la fin de la présentation. Les 12 premières minutes de la présentation sont considérées comme étant protégées. Cela signifie que les équipes peuvent présenter sans se soucier de se faire interrompre par les juges. Lors des 10 minutes suivantes, les juges ont la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de clarification sur le sujet présenté à ce moment. Pendant cette période, le faisceau lumineux sera allumé. Je passe sur la première page. Le juge devra se limiter à 15 secondes pour poser sa question. L'équipe doit répondre à la question, mais peut ensuite continuer sa présentation sans attendre l'accord du juge. Les juges ne pourront pas poser de questions sur un sujet ayant déjà été couvert ou qui n'a pas encore été présenté. Ces questions devront donc être abordées durant la période de questions à la toute fin de la présentation. Les 2 dernières minutes de présentation servent à conclure la présentation et sont à l'abri de questions des juges. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun cas dévoiler le nom ou la provenance de votre université, sans quoi vous pouvez être à risque d'être disqualifié. Donc, je vais maintenant laisser les juges se présenter et vous pouvez ensuite débuter votre présentation. Benoît Marie Pétion, professeur. Marie-Jérôme Laprandé, entrepreneur à l'Innovation Québec. Jacques Paquet, vice-président des nouvelles affaires au port de Trois-Rivières. Caroline Baudry, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Trois-Rivières. Mathieu Gauthier, coordonnateur en développement des affaires au port de Trois-Rivières. Alors, messieurs, dames, le temps des fêtes 2013 a été particulièrement difficile pour des centaines de Québécois et Québécoises, étant donné qu'une tempête de verglas s'abattait sur le Québec. Il y a eu une panne de courant dans différentes maisons, ce qui a occasionné beaucoup de désagréments chez différents ménages. Et ça nous a permis de constater à quel point on est dépendant des sources d'énergie. Donc, lorsque les sources d'énergie deviennent un besoin fondamental, on parle donc qu'on affecte des personnes, un immense potentiel, un immense bassin de clients potentiels qui donnent place à des marchés qui sont immensément grands et dont on se doit capitaliser si on a la possibilité. Donc, c'est la raison pour laquelle mon équipe Benjamin Antil, Andrea Pinochet et moi-même, Christian Bigot, sommes ici pour vous proposer à vous, le port de Trois-Rivières, de vous positionner sur un marché porteur. Alors, un plan de présentation, somme toute, assez sommaire. Donc, une petite rétrospective sur le port de Trois-Rivières, un petit détail sur le mandat, le programme de modernisation en soi, l'analyse des risques associés au projet, un échéancier et naturellement une période de conclusion. Donc, d'abord, le port de Trois-Rivières, qui êtes-vous? Comment est-ce que vous générez de l'argent, par exemple? Au niveau du profit de votre entreprise, on sait que vous êtes connu pour être un port de transit. Les marchandises, donc ce que vous faites, c'est de l'optimisation, par exemple, au niveau de l'acheminement. Le ferroviaire, par exemple, qui passe, vous avez un bon accès au niveau du système routier et également au niveau de la voie navale. Donc vraiment un transport, un port qui, comment je pourrais dire, qui optimise ou qui dynamise beaucoup le transit des marchandises. Un OSBL également, parce que la raison pour laquelle ça fait partie du profil de votre entreprise et que c'est important de le soulever, c'est que ça vous permet d'aller chercher des économies, par exemple, au niveau de l'impôt. Donc, c'est la structure financière qui fait en sorte que c'est important de mentionner. Finalement, votre modèle d'affaires, donc comment est-ce que vous générez de l'argent? Vous êtes donc, vous le faites par le biais des revenus locatifs. Donc, par exemple, les manutentionnaires vont s'occuper au niveau du port de manier toute la marchandise. Tout au long de notre préparation de notre présentation d'aujourd'hui, on s'est fié beaucoup sur l'histoire de votre entreprise. Donc, 4 volets distincts sur lesquels on a mis beaucoup d'accent pour être sûr de répondre à tous vos besoins. Que ce soit de favoriser le commerce national et international, de maximiser toutes les retombées possibles, tout en restant conscient de l'impact environnemental que vous désirez considérer et continuer de protéger.
Puis aussi d'administrer le port de façon autonome, puisque, comme ça nous a été mentionné, le port de Trois-Rivières appartient au gouvernement canadien. Par contre, tout ce qui est administration et gestion des entreprises qui vont y passer, c'est tout à votre guise. Donc, nous avons ressorti les 4 grandes forces de l'APTR afin de vous proposer un programme le plus optimal possible aujourd'hui. Donc, les 4 forces qui sont ressorties, c'est que tout d'abord, l'APTR est une entreprise qui est flexible dans le temps de la taille de l'offre, puisque vous pouvez avoir des entreprises et des bateaux, des chargements qui sont de toutes sortes de tailles que vous êtes possible d'aller par chez vous. De plus, votre emplacement, comme Christian vous l'a mentionné, qui est assez stratégique, pas très loin du Saint-Laurent, près des États-Unis, tout près de l'Atlantique, grâce au Saint-Laurent, fait en sorte que vous êtes stratégiquement très bien placé. De plus que vous avez les chemins ferroviaires qui passent par très loin du port de Trois-Rivières. De plus, comme je viens de vous mentionner, le gouvernement canadien est propriétaire du port, mais vous avez flexibilité en tant non seulement de ce que vous faites avec votre entreprise, mais aussi sur les coûts. Puisque ce que ça nous a été mentionné, c'est qu'il n'y a pas de prix plancher pour les coûts que vous donnez à vos clients potentiels. Donc, ce qui fait en sorte que vous avez différentes options dépendamment du client que vous avez. Puis finalement, le fait que vous avez différents accords autant avec les États-Unis, l'Amérique, le Mexique, l'ALENA, puis aussi avec l'Union européenne, fait en sorte que vous avez une facilité pour les marchés autant en Europe et aux États-Unis. Donc, ce qu'on a ressorti de ces différentes forces et du potentiel que vous avez, c'est que vous avez une opportunité, une possibilité d'être positionné comme lieu de transit pour les granules de bois, ce qui est une nouvelle énergie qui est en grande expansion présentement et depuis plusieurs années. Ce qui fait en sorte, par contre, que vous avez une principale menace qu'on a tenue en compte tout au long de notre programme de diversification, qui est le port de Québec, qui est tout près du port de Trois-Rivières et qui fait pratiquement la même chose, donc qui a la même valeur ajoutée que le port de Trois-Rivières, faisant en sorte que, de plus qu'il est plus gros et qu'il peut avoir une plus grande quantité de transports et d'entreprises qui viennent déposer par chez vous et par chez eux, fait qu'on pourrait être porté à prendre le port de Québec versus le vôtre, ce qu'il va falloir considérer tout au long de notre programme. Donc, le mandat, on a subdivisé le mandat en 3 différents éléments que vous nous avez demandé de contenir, qui sont tout ce qui contient l'entreposage du port de Trois-Rivières, les connexions intermodales, les manutentions, puis aussi par la suite, on a les partenaires. Quel type de partenaires on peut avoir, avec quel type d'actifs, où est-ce qu'on se lance pour les phases futures. Puis finalement, le positionnement, est-ce qu'on se lance dans le positionnement de point de transit pour ce qui est des granules de bois. Puis tout ça en tenant en compte l'analyse de risque. Alors, j'aimerais que vous portiez une attention particulière à la diapositive suivante, car c'est ici que se situe le cœur de notre présentation. Donc, premièrement, votre plan de modernisation est divisé en 3 phases. Donc, la première phase qui est déjà complétée, qui a permis d'accroître les capacités de l'entreprise de 23 %. Donc, si vous voulez atteindre votre objectif qui est d'une croissance de 75 %, nous vous conseillons de suivre les étapes suivantes pour les phases 2 et 3. Premièrement, en phase 2, nous vous conseillons la création d'un spin-off, qui sera une entité distincte du port de Trois-Rivières et qui s'occupera spécifiquement de l'exportation de la granule de bois dans des pays internationaux. Donc, pour ce faire, vous devrez aussi procéder à l'approche de partenaires éventuels qui connaîtront bien le produit afin justement que vous puissiez offrir le meilleur service possible aux clients potentiels. Par la suite, en phase 3, afin de capitaliser sur un marché en pleine croissance, nous vous conseillons de procéder à des investissements majeurs dans des infrastructures. Parce que, comme vous le savez, et comme nos recherches nous l'ont indiqué, 90 % des exportations de granules de bois passent par le port de Vancouver pour aller ensuite en Europe de l'Ouest. Ce qui n'est pas très cohérent selon la stratégie des différentes entreprises productrices de granules de bois afin de minimiser les coûts au maximum. Donc, en partant par Trois-Rivières et en investissement dans des infrastructures, vous allez pouvoir justement faire un nom sur la scène mondiale et pouvoir réaliser d'importants profits sur ce marché en pleine croissance. Par la suite, en vous alliant avec une compagnie qui connaît bien le produit, vous allez pouvoir approcher les clients finaux avec des arguments de vente crédibles et puissants. Alors, la phase 2, une petite attention, on va vraiment s'arrêter ici pour bien comprendre ce que c'est que l'intégration du spin-off. Donc, le spin-off, d'abord, c'est quoi? C'est la création d'une entité distincte, donc d'un point de vue financier, d'un point de vue commercial. Donc, la création d'une entité distincte qui va allier les forces, donc créer des synergies entre les 2 partenaires.
Ensuite de ça, pourquoi on va faire ça? On va le faire simplement parce qu'on veut ici minimiser le risque. On veut minimiser le risque au niveau opérationnel. On veut minimiser le risque également au niveau des finances. On veut garder nos liquidités. On ne veut pas investir 100% et prendre 100% du risque, par exemple, si on est port de Trois-Rivières. Et au niveau commercial également, donc on parle ici au niveau de la vente, c'est à ce qu'on fait référence. Nous, on est, par exemple, vous êtes le port de Trois-Rivières, donc on se concentre ici, vos forces sont vraiment au niveau de la distribution, au niveau de l'optimisation de la distribution. Et par exemple, un partenaire potentiel qui vraiment connaît le produit, qui connaît le secteur également, donc qui peut amener ses forces à ce niveau-là. Comment donc on va faire ça? En s'associant avec une entreprise productrice de granules de bois. Naturellement, on a déjà fait un petit peu de balayage du marché pour essayer de cibler des partenaires qui peuvent être importants. Alors, au niveau du commerce international, par les expériences passées qu'on a eues avec des clients, c'est vraiment le point le plus important ici à considérer. Le point le plus important en commerce international, selon nous, c'est vraiment la compréhension du marché dans lequel on peut aller. Donc, on veut savoir à qui on s'adresse, pourquoi on veut s'adresser. Lorsqu'on veut faire une offre de service à une entreprise, on veut savoir qu'est-ce qu'ils recherchent, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est intéressé à Georgia Biomass, qui est le plus grand producteur de granules de bois au monde présentement. Il produit 750 000 tonnes de granules de bois au niveau de la capacité de production. Et on a prévision d'exporter 70% de cette production. Donc, lorsqu'on parlait de s'intéresser à ces gens-là, on se demande qu'est-ce qu'ils font. Donc, ce qu'ils font, eux, spécifiquement, c'est qu'ils vont produire des volumes importants pour être capable de vendre en vrac. Et lorsque tu vends en vrac, tu cherches à réduire tes coûts au minimum. Donc, lorsqu'on réduit nos coûts au minimum, on cherche donc à faire des économies d'échelle. Les économies d'échelle, on va les faire en ayant une mainmise sur la chaîne de valeur. Donc, notre chaîne d'approvisionnement, plus on a un contrôle, plus on fait d'économies d'échelle, et meilleur sur nos coûts, meilleur on a d'offres, plus on est compétitif et plus c'est intéressant, donc plus on gagne des parts de marché. Également, au niveau ici du spin-off, ce qu'on peut amener, c'est vraiment le partage de connaissances. Je mettais un petit peu l'emphase sur ce point-là précédemment. C'est vraiment du benchmarking, finalement, où est-ce que les deux entreprises vont allier leur synergie, la force de la distribution, la force de la commercialisation, pour être en mesure de créer une entreprise qui se distingue sur le marché. Pour ce qui est de la phase 3, bien sûr, nous vous suggérons d'investir dans des infrastructures. Donc, ces infrastructures seront spécifiquement utilisées pour le spin-off en question, qui procédera à l'exportation de granules de bois. Donc, on vous suggère d'investir dans un quai qui pourra accueillir des bateaux d'une capacité de chargement de 65 000 tonnes, excusez-moi. Donc, dans vos prévisions, vous prévoyez envoyer des cargaisons d'environ 50 000 tonnes pour les granules de bois. Donc, si jamais, par la suite, ça va bien dans ce marché-là, vous allez pouvoir accueillir de plus en plus des gros bateaux. Aussi, un silo pour procéder à l'entreposage, justement, du produit fini. Par la suite à la création d'un département de vente dans le spin-off en tant que tel, vous allez pouvoir approcher des clients finaux avec les connaissances autant du produit apporté par le producteur de granules et de maximisation de la distribution apportée par le port de Trois-Rivières. Donc, les risques. Comme tout à l'heure, on vous a mentionné, tous les éléments qu'on apporte dans notre programme qu'on vous propose sont en fonction de certains risques qu'on a retirés et qu'on va aussi dérisquer par la suite. Donc, les risques qu'on a retirés, comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est d'abord et avant tout la concurrence qui est le Port de Québec, qui offre les mêmes services que vous présentement. Par la suite, on a aussi l'investissement majeur que fait de faire seulement un spin-off avec une seule entreprise. Le fait de mettre, par exemple, tous ces investissements, tous ces efforts avec une entreprise fait en sorte que si, par exemple, Georgia Biomass a un problème financier ou, par exemple, on mentionne que les granules peuvent prendre un peu facilement, donc il arrive un incident quelconque, nos investissements vont avoir des problèmes au port de Trois-Rivières. Même chose s'il arrive quelque chose au port de Trois-Rivières pour l'entreprise américaine. Ce qui fait en sorte qu'on risque des pertes. Par la suite, l'évolution du marché de l'énergie. Présentement, le marché de l'énergie est en constante évolution. On essaye toujours d'avoir une nouvelle façon d'innover, de créer de l'énergie, faisant en sorte que ça va nous coûter moins cher, puis aussi qu'en bout de ligne, ça va être plus écologique. Faisant aussi en sorte que le produit de granules de bois est peut-être à risque éventuellement dans les futures années. Donc, ce sera à vérifier s'il y aurait un autre produit potentiellement substantiel aux granules de bois qui pourrait être en concurrence avec ce que vous offrez présentement, que ce qu'on vous propose présentement. Alors, c'est dit que c'est intéressant de considérer l'option du spin-off. Le spin-off, ici, va venir dérisquer les activités opérationnelles à tous les niveaux qu'on vous a présentés.
Donc d'abord, si on regarde au niveau de la concurrence du port de Québec, oui, il y a sensiblement la même offre de service que nous. Par exemple, à des plus grands niveaux, on sait qu'ils peuvent acquérir des bateaux jusqu'à 150 000 tonnes. Mais pour ce qui est du port de Trois-Rivières, c'est un petit peu inférieur à ça. Je veux dire, le maximum, c'est au niveau de 75 000 tonnes. Par contre, on va vraiment ici créer une offre de service qui est complètement personnalisée, qui est complètement distincte. Et ce qu'on veut dire par là, c'est encore une fois la combinaison des synergies, des forces de chacune des deux entreprises qui va vraiment venir enrayer cette concurrence-là du port de Québec, puisqu'on se trouve à offrir quelque chose de complètement nouveau dans le marché. On voit également, bon, la rétention des partenaires, ici on fait référence vraiment au fait qu'on est contractuellement lié à cette entreprise-là. Donc, par exemple, Biomass, Georgia Biomass, par exemple, si c'est le partenaire qui est retenu pour le spin-off, ils vont avoir intérêt, par exemple, à ce que nos produits se réalisent, voient du succès, et également, nous, l'implication, par exemple, du port de Trois-Rivières également, vous allez vous impliquer également, vous allez vous sentir impliqué dans le projet. Ensuite de ça, comment est-ce qu'on va dérisquer au niveau de l'investissement majeur dans un seul projet? Ici, analogiquement, on parle de mettre tous nos œufs dans le même panier, naturellement. Donc, au niveau du partage des investissements, on parle de partager les investissements selon une entente préétablie. Donc, on sait que ça va demander des investissements. Tantôt, on parlait, par exemple, de garder les flux monétaires, de ne pas dépenser toutes nos liquidités, risquer à 100%. Donc, ici, ce qu'on avance, c'est qu'on partage finalement le risque. On partage le risque parce qu'au niveau financier, on va investir de façon parallèle. On va investir ensemble. Donc, ça permet aux deux entreprises de risquer leurs activités financières. Ici, les efforts concentrés dans les granules industriels. Ce qu'on veut dire, ce qu'on avance à ce niveau-là, c'est que on va d'abord attaquer le marché des granules industriels parce qu'on sait que les clients finaux ont des consommations qui sont très, très importantes. On va penser, par exemple, à des gros parcs industriels où il y a un passage au niveau des trains, au niveau du ferroviaire. Donc, on peut faire de l'acheminement direct et par le fait passer des intermédiaires, encore une fois, réaliser des économies d'échelle, contrôler nos coûts, maximiser les profits. Donc, encore une fois, ce qui est le but ultime, finalement. Et l'évolution rapide du marché de l'énergie, ce qu'on entend. Donc, naturellement, étant donné qu'on a moins, on n'a pas de contrôle nécessairement sur la R&D que les autres entreprises vont faire. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on sait que, par exemple, la demande est croissante en Europe. Donc, par le biais de statistique, on sait qu'il va y avoir une demande dans les prochaines années. On peut penser qu'il va y avoir un marché à moyen à long terme. Et ensuite de ça, parallèlement à ça, il y a les gouvernements européens, présentement, qui font la promotion des granules de bois au niveau industriel, également au niveau résidentiel, qui sera un marché qu'on pourra attaquer dans le futur. Donc, on a de la place, finalement, à la croissance. Alors, grâce aux chiffres que vous avez fournis, nous avons été capables de prévoir, faire des hypothèses quant aux prévisions budgétaires. Donc, pour ce qui est des entrées d'argent, selon justement nos prévisions, nous avons prévu une espérance de revenus d'environ 27 500 000 par année, selon des cargaisons d'environ 500 000 tonnes livrées par année de granules de bois. Pour des sorties d'argent, en incluant les investissements qui ont été étalés sur 60 ans selon la durée de vie et l'amortissement des investissements, justement. Et en incluant la main-d'œuvre qui est l'embauchement de 5 spécialistes dans le domaine. Donc, que ce soit au niveau des ventes ou même des opérations. Des salaires moyens d'environ 50 000 par année pour des sorties d'argent de 1 80 000 en bout de ligne. Donc, les prévisions budgétaires sont assez prometteuses pour ce qui est du projet que nous proposons. Donc maintenant, pour ce qui est du budget et l'échéancier, nous avons situé le projet sur un environ temporel de 6 ans. Donc la première activité à réaliser sera bien sûr la création du spin-off en tant que tel, qui va prendre environ 1 an pour bien établir toutes les modalités quant au spin-off et les critères pour avoir les meilleurs partenaires dans l'entreprise. Donc, 1 an pour ça. Ensuite, la recherche de partenaires. Donc, évaluer quels sont les producteurs qui seraient susceptibles, justement, de s'associer avec le port de Trois-Rivières pour profiter du marché de la granule de bois qui est, justement, en pleine croissance. Par la suite, pour une période d'environ 1 an, le temps d'évaluer toutes les possibilités. Par la suite, bien sûr, les dépenses majeures quant au projet seront, bien sûr, dans les investissements, dans les infrastructures, qui seront spécifiques au spin-off. Donc, on parle d'environ 2 ans, le projet de 2 ans pour tout ce qui est justement les infrastructures. Oui, monsieur. Avec le développement du spin-off, donc quand vous développez un spin-off, vous avez votre partenaire pour le développer. Quand il y a de Georgia Biomass, quels sont les autres partenaires dont on parle dans la deuxième ligne dont vous avez besoin?
pendant l'année suivante? Pour ce qui est du développement du spin-off, c'est vraiment de mettre en place tous les contrats qui seront nécessaires justement pour la recherche des partenaires. Donc avant de partir à la recherche d'éventuels partenaires, justement d'établir toutes les modalités. Pour par la suite avoir les meilleurs partenaires possibles, qui rempliront tous les critères. Quel va être le modèle d'affaires du spin-off? Le modèle d'affaires du spin-off sera... Vous avez compris la question, c'est bon? Ouais. Okay. Sera un partage des profits. Donc, en créant une entité distincte, tous les profits pourront être partagés selon une entente préétablie justement tant que si l'entreprise productrice investit 50% et que le distributeur investit 50%, les profits pourront être partagés d'une façon semblable. Donc, pour ce qui est de la suite, donc la gestion des exportations prendra suite, même avant la finition des investissements dans les infrastructures. Parce que, comme vous l'avez mentionné, il y avait des quais qui étaient déjà disponibles justement pour procéder à l'exportation de la granule de bois et même que vous procédiez déjà à l'exportation du produit, mais à très petite quantité. Donc, on vous suggère d'augmenter graduellement la quantité exportée et ainsi accueillir des plus gros bateaux, pouvoir rechercher des partenaires, des acheteurs justement qui achèteront des plus grandes quantités. Pour finalement atteindre un pourcentage du budget de 100%. Juste, permettez-moi, juste être bien certaine, vous avez bien dit que vous augmentez graduellement au niveau de l'occupation des quais, et vous avez bien proposé de faire un deuxième quai. Oui, exactement. Vous le faites dès le départ ou vous y allez de façon progressive? Vous augmentez l'utilisation du quai existant puis vous le faites en cours de route dans votre échéancier? Oui, bien, effectivement. Le quai arrivera un peu plus tard dans le projet pour voir si le marché est réceptif, si le partenaire profite bien justement du partenariat dans le spin-off, afin de minimiser le risque. Mais dès le départ, parce qu'il y a quand même une capacité d'entreposage, on ne met pas un quai. Je comprends qu'on ne construit pas un quai immédiatement. On utilise un quai existant. Est-ce que vous avez quand même besoin de mettre un espace d'entreposage dès le départ? Effectivement. Le silo qui serait installé, il serait installé à la base, naturellement, parce qu'on exploite déjà une capacité donc je pense, 12 à 20 000 tonnes qu'on exploite déjà présentement. Donc, par exemple, à l'arrivée d'un grand joueur comme, par exemple, Biomass, c'est sûr que pour démontrer notre intérêt également à l'implication du projet du spin-off, on veut, oui, investir d'emblée pour créer un silo. Mais il faut donc pas, parce que là, on investit quand même des sommes importantes à ce moment-là pour les parties silo. Remarquez qu'on dit silo, il y a aussi tout l'équipement de manutention qui vient avec, ça ajoute des coûts importants. Il ne faut quand même pas tarder à atteindre un niveau de tonnage suffisamment élevé pour soutenir l'investissement. Il ne faut pas être trop graduel. On va se parler d'une progression graduelle, mais il faut qu'on y arrive au tonnage visé assez rapidement. Oui, comme vous avez mentionné, vous avez un nombre de jours par année que vous voulez, atteindre et ne pas dépasser non plus. Puis ça, c'est à considérer. Puis c'est pour ça qu'on parle de graduel, puisqu'on ne veut pas y aller tout d'un coup, puis tout charger et vous allez plus que qu'est-ce que vous aviez prévu à l'avance. Donc c'est pour ça qu'on y va graduellement, mais c'est certain que non plus, on ne veut pas avoir trop graduel pour qu'on dépasse les délais prévus. Donc, pour terminer, comme on vous a présenté tout à l'heure, on vous a mentionné qu'on allait tenir compte des 4 volets de la mission de l'entreprise du port de Trois-Rivières. Donc, je vais faire un bref retour pour vous expliquer comment on fait notre projet qui propose de respecter ces 4 volets-là. D'abord, comme on dit qu'on favorise le marché national et international, en passant par une entreprise qui est américaine, on favorise celle-ci à passer par chez nous, puis par ensuite favoriser avec l'accord qui sera probablement bientôt fait avec l'Union européenne et qui est débuté, qui a commencé à être signé. Donc l'entreprise américaine elle utilise les bénéfices que nous avons en passant par chez nous pour aller vers l'international, ce qui fait en sorte que le marché international, le commerce international et national est utilisé comme vous le désirez. On maximise les retombées régionales puisque nous avons embauché de la nouvelle main-d'œuvre pour le spin-off, faisant en sorte que nous avons un plus de main-d'œuvre qui est faite pour votre entreprise. Finalement, on minimise l'impact environnemental puisqu'on utilise une nouvelle énergie qui est plus écologique.
Et pour terminer, on administre le port en tant qu'autonomement, puisqu'on va utiliser une nouvelle entreprise pour faire financer le port de Trois-Rivières. Merci. Merci. On a des questions? Commencez. C'est venu à coup sûr, je vais commencer. Écoutez, votre analyse est intéressante. Vous avez parlé du cas de Québec. Vous avez vu dans le cas de d'ailleurs, on en parlait, on vous a mentionné qu'à Québec, on est en train de mettre sur pied terminal. Et dans le cas, on indiquait d'ailleurs que le terminal en question serait utilisé par une entreprise qui s'appelle Rentec. Rentec est en fait, elle aussi, un producteur du même type que Georgia Biomass dont vous parlez aussi. Et là, je m'interroge dans votre perspective. Quelle distinction vous faites entre le partenariat qui semble s'être installé à Québec entre Rentec et le port, ainsi que le manutentionnaire, et votre idée de spin-off? Ici, ce qu'on voulait faire essentiellement, c'était de compétitionner au niveau du volume. On sait qu'il y a des entreprises qui produisent en vrac, produisent en grande quantité et cherchent à vendre en grande quantité. Alors, le port de Québec est en mesure, d'offrir, par exemple, de transiger ce type de marchandises-là, avec des bateaux là, qui peuvent aller jusqu'à 150 000 tonnes. Or, au port de Trois-Rivières, c'est soit on peut acquérir des bateaux de 75 000 tonnes, et on cherchait une façon d'être capable de capitaliser quand même sur ces lots-là. Donc, la formation du spin-off permettait aux deux entreprises de capitaliser, offrait également des économies d'échelle. Par exemple, le port de Trois-Rivières également, que le port de Trois-Rivières puisse également capitaliser sur ce nouveau marché porteur-là. Okay. Vous visez beaucoup les granules industriels. Qu'est-ce que vous faites de l'autre segment de marché, granules de chauffage Il s'agit en ce moment d'un spin-off qu'on est en point de départ, on teste le marché, puis on veut faire un assez gros investissement avec l'entreprise américaine. On croyait que c'était important de tester le marché d'abord avec celui qui fonctionne le mieux, qui se vend le plus, donc les granules industrielles. Il n'est pas dit par contre qu'on n'allait pas toucher aux granules de chauffage. Par contre, c'est vraiment, on voulait y aller avec quelque chose de plus sûr pour commencer, puis c'était vraiment en émergence en Europe, puis c'était par là qu'on peut se lancer. Dans cette perspective-là, du fait que vous n'excluez pas le chauffage et que vous commencez par contre avec l'industriel, est-ce que l'infrastructure que vous projetez de mettre en place, vous pensez qu'elle peut servir aussi bien à l'un qu'à l'autre? Bien, comme nous avons pu conclure, les granules industrielles et résidentielles ne sont pas tout à fait les mêmes. Les résidentielles étant un peu plus petites et un peu plus fragiles. Donc, c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir les mélanger dans le même silo. Donc, ça peut occasionner un autre investissement. Par contre, le résidentiel peut se vendre plus en sac au lieu d'en vrac. Donc, peut-être investir dans un entrepôt qui sera plus polyvalent au lieu d'un silo qui servira uniquement, justement, pour les granules commerciales. J'aimerais savoir, vous avez identifié Québec comme étant concurrent compte tenu de la proximité qu'on comprend, ils sont à l'entrée du fleuve Saint-Laurent, mais que faites-vous pour l'entreprise de biomasse qui est en Géorgie? Que faites-vous des compétiteurs qui sont sur le marché américain, donc qui sont situés, les parts qui sont situés aux États-Unis, par exemple? On s'est dit qu'on avait un avantage concurrentiel avec les États-Unis du fait que le Canada va avoir bientôt une entente avec l'Union européenne. Donc, en passant par chez nous grâce à l'ALENA, eux autres bénéficient peut-être d'un avantage à ce point-là qu'ils n'ont peut-être pas chez eux sur la côte est, par exemple. Et avez-vous considéré le facteur coût? Ou vous en êtes tenu à cet aspect-là? Vous avez même considéré aussi le transport qui pourrait être un atout dans leur cas? Non, on a vraiment considéré. On s'est dit que du fait qu'ils passent de toute façon assez fréquemment par le Canada pour aller vers l'Europe, puis que la proximité n'est pas très loin de la Géorgie, par exemple, vers Trois-Rivières. Merci. Merci beaucoup.